Merci. Merci à toutes les trois. Alors, les intervenantes de cette première table ronde vont dresser un état des lieux de la mixité, aujourd'hui en expliquant le recul de la situation depuis les dernières années et quels sont les principaux enjeux à travailler sur la mixité. Avant de leur donner la parole, il m'a semblé important de définir ensemble les différents termes et notions qui vont être abordés aujourd'hui. Donc je vais tout de même vous présenter d'abord Isabelle Degal, qui est déléguée régionale Alsace de l'association Elle Bouge, Éléonore Carré, qui est responsable des études société au sein de l'Institut de sondage Opinionway, Emmanuelle Larocque, qui est fondatrice de l'association Social Builder, et Françoise Conan, qui est chimiste de coordination et présidente de l'association Femmes et Sciences, qui sera là à distance et donc qui nous rejoindra qui nous rejoindra à distance. Je voudrais juste, avant d'introduire les notions de mixité, de parité, vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions. On accordera un temps de questions-réponses à l'issue de cette session, comme de toutes les sessions. Et ça fonctionne de la façon suivante. Vous pouvez aller sur le QR code depuis votre téléphone ou en recopiant ce petit lien et poser vos questions, ou si vous voulez partager une expérience, faire un commentaire. Et moi, je regarderai vos questions, vos commentaires pendant les différentes interventions, et je pourrai donc poser vos questions pendant un temps d'une dizaine de minutes à la fin des différentes interventions. Alors, qu'est-ce que c'est que la mixité dont on va parler pendant cette journée et demie? Qu'est-ce qu'on entend par mixité? Mixte, c'est issu du latin miseo, et ça signifie mélanger, mettre ensemble des éléments distincts. Lorsqu'on parle d'un secteur mixte, traditionnellement, on parle d'un secteur mixte à partir d'un rapport de l'ordre de 40-60%. Okay, de 40% d'hommes ou de femmes et 60% d'hommes ou de femmes. On confond parfois le terme de mixité avec la parité. La parité, ça signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions. La parité, c'est donc 50-50. C'est un instrument au service de l'égalité qui consiste à assurer l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, droits, occasions de choisir, conditions matérielles. Pour vous donner un état des lieux rapide des chiffres de la mixité en France, on est dans une situation, lorsqu'on n'est pas dans une situation de mixité, on parle de ségrégation professionnelle. Et on est dans une situation de ségrégation professionnelle dans l'immense majorité des familles de métiers, puisque sur 87 familles de métiers, vous voyez, seuls 18 sont mixtes, 24 métiers à prédominance féminine, 45 métiers à prédominance masculine, 80% des ouvriers sont des hommes, 3 fois plus d'hommes commerçants et chefs d'entreprise que de femmes, et 75% des employés sont des femmes. Vous voyez donc que c'est une situation globale pour l'ensemble des métiers. Qu'en est-il de la situation de la mixité professionnelle dans la région Grand Est? C'est une situation qui reflète, qui est assez représentative de la réalité nationale, mais je voulais quand même vous donner quelques chiffres sur la région Grand Est. Vous voyez que ce n'est pas un enjeu d'études, mais d'orientation professionnelle, puisque le taux de scolarisation et de diplôme supérieur est en fait supérieur chez les femmes que chez les hommes. C'est donc un enjeu d'orientation professionnelle et évidemment après de conditions de travail et d'intégration. Vous voyez, dans l'orientation professionnelle, il y a une séparation nette qui s'opère aussi bien dans les spécialités des formations professionnelles que dans les secteurs d'activité. Et dans les conditions d'emploi, le temps partiel est beaucoup plus important chez les femmes, donc sans aucune surprise, à cause du temps partiel, de la ségrégation professionnelle, on a 15% de salaire net en moins pour les femmes. Je vais maintenant donner la parole à 4 expertes qui vont nous permettre de mieux saisir l'état des lieux et les enjeux autour de la mixité. On va donc démarrer avec vous. Éléonore Carré, vous travaillez chez Opinionway depuis près de 15 ans et vous êtes notamment responsable des études société depuis 2024. On va pouvoir se pencher d'abord sur l'état des lieux. Est-ce que vous pourriez nous dire, sur la dernière enquête Orientation Genre et 2024, concernant la mixité dans l'orientation professionnelle et les carrières scientifiques et technologiques? Merci beaucoup Martha pour cette introduction. Je suis très honorée d'être ici. Ah, pardon, excusez-moi. C'est moi qui l'allume. Merci beaucoup pour
pour cette introduction et vraiment je tenais à vous remercier, à remercier la région de nous avoir d'avoir invité au Piennois pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur, sur lequel nous avons l'habitude d'intervenir et de réaliser des études et qui permet de dresser un panorama, un état des lieux de la situation et ici notamment de la situation dans les carrières scientifiques. Il y a quelques mois, on a mené pour l'association Elle Bouge une enquête colossale auprès de plus de 6000 femmes qui sont ingénieures, techniciennes, étudiantes dans ces métiers-là. Et le constat est sans appel parce que déjà, avoir plus de 6000 femmes qui s'expriment sur le sujet, c'est majeur et ça montre l'intérêt qu'elles ont à s'exprimer sur un sujet de société qui est important. Ce qu'on constate dans cette étude, c'est d'abord que les inégalités, elles ne se jouent pas uniquement au moment de la scolarité, au moment de l'école, mais que c'est un sujet qui se retrouve à tous les moments de leur parcours, comme on va le voir. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que ça ne se joue pas dès le plus jeune âge, mais aussi au moment des études et aussi dans le monde professionnel, comme on a pu déjà, jusqu'à présent, globalement le constater. Mais pour commencer, c'est vrai, les stéréotypes de genre, ils interviennent dès l'école, dès qu'on commence à être sur les bancs de l'école avec des enseignants qui expriment des attentes différenciées en fonction des jeunes filles et des jeunes garçons. 82% des femmes qui ont répondu à notre enquête nous disent qu'elles se souviennent avoir été confrontées à l'école à des stéréotypes de genre durant leur scolarité. Il faut savoir que 88% des femmes qui se sont exprimées nous disent que quand elles étaient enfants, eh bien, les mathématiques ou les sciences faisaient partie des matières qu'elles préféraient. Ça veut dire que c'était déjà inné, c'était déjà présent, elles avaient cette passion pour ces matières-là. Sauf qu'elles se sont confrontées à des enseignants qui leur ont dit globalement que les garçons étaient plus naturellement doués pour des carrières scientifiques, tandis que les jeunes femmes, les filles, allaient plutôt devoir s'orienter vers des carrières littéraires. Je pense que c'est quelque chose qu'on a pu tous observer. En tout cas, personnellement, moi, je l'ai aussi constaté dans ma carrière. Et notamment, parmi les choses qu'elles ont entendues, eh bien, 64% nous disent « Oui, j'ai entendu que les filles étaient plutôt faites pour les études littéraires, comme je le disais, ou qu'elles aimaient moins les mathématiques que les garçons, voire qu'elles étaient moins compétentes en mathématiques que les garçons. 44% des femmes nous disent ça, ou tout simplement qu'elles n'étaient pas faites pour les mathématiques. Donc on voit autant de poncifs qui interviennent et qui s'ancrent dans l'esprit des femmes qui pourraient imaginer aller vers ces carrières. Il faut savoir que là, on a donné la parole à des femmes qui sont ingénieures, qui sont techniciennes, qui sont en études d'ingénieurs ou en technologie, mais que certaines ont abandonné justement à cause de ces phrases, de ces stéréotypes de genre qu'elles ont entendus. Et c'est bien le cas puisqu'on le voit, on a un tiers, 3 fois moins de femmes qui s'inscrivent en terminale, qui ont une spécialité en maths expert que les jeunes hommes. Donc on voit déjà la différence qui s'opère dès l'école. Mais c'est pas tout. Au-delà de l'école, c'est aussi dans les études supérieures qu'on constate des différences, notamment des difficultés qui sont observées. La première, c'est le manque de rôle modèle. Évidemment, on en a parlé déjà. On sait à quel point l'incarnation de femmes qui se réalisent, qui opèrent dans des métiers qui sont par exemple la dominante masculine, ça peut créer des vocations, ça peut créer des carrières. Or, parmi les femmes que nous avons interrogées, seuls 14%, c'est très faible, déclarent qu'elles ont eu un rôle modèle féminin qui a influencé leur orientation. Alors ça peut être des femmes de leur entourage, ça peut être des femmes vues dans les médias, ça peut être des professeurs. Autant d'exemples qui ont manqué et qui ont un impact au final sur cette capacité à pouvoir se projeter dans ces métiers-là, dans ces filières-là. Ce manque de rôle modèle féminin, il se complète, il est aussi accompagné d'un environnement, d'un univers qui est très masculin,
évidemment, puisqu'on le disait tout à l'heure, Monsieur Leroy le disait tout à l'heure, on a moins, alors moi je sais plus, c'est moins d'un tiers, moins d'un quart de femmes dans les études d'ingénieurs. Donc cette minorité numérique, elle a un impact sur le sentiment qu'on a, sur l'évolution qu'on peut avoir dans ces milieux-là, dans les études supérieures, et donc on a un tiers des femmes qui nous disent avoir mal vécu cet environnement très masculin au sein de leur école. Cet environnement très masculin au sein de leur école, il a un impact négatif, notamment parce que cette minorité numérique, elle fait que aussi il existe du sexisme, des violences sexistes et sexuelles qui sont observées, alors soit en tant que témoins ou alors en tant que victimes dans les écoles d'ingénieurs et de technologie. Et 20% des étudiantes dénoncent aujourd'hui l'existence de ces violences. C'est conséquent, hein, 20%. Alors on n'est pas à 80% et heureusement, mais 20%, c'est une étudiante sur 5 qui nous dit que c'est un obstacle à leur épanouissement, à leur parcours académique aujourd'hui au sein de leur école. Donc on a quand même un univers et des inégalités, du sexisme qui perdurent, qui persistent au sein de l'enseignement supérieur. Donc l'école, l'enseignement supérieur, et ensuite on a le monde du travail. Quand elles arrivent dans le monde du travail, dans le monde professionnel, on voit que ces inégalités persistent et que ces femmes, elles se heurtent à des freins qui ralentissent leur carrière. La première chose, ce sont les inégalités salariales. C'est presque une évidence, malheureusement, mais 75% des femmes qui ont répondu à notre enquête nous disent que, pour elles, les hommes sont favorisés par rapport aux femmes en termes de niveau de salaire à poste égal. L'Observatoire des femmes ingénieures dit, je crois, que les hommes sont payés 22% de plus que les femmes à poste égal. Donc, ce sentiment qui est majoritaire, il est réel en plus. Donc, on voit déjà qu'on a un effet d'inégalité dans le monde professionnel, mais ça ne s'arrête pas évidemment qu'au salaire, puisqu'il y a aussi la progression dans la carrière. Ce plafond de verre, finalement, 81% des femmes qui ont participé à notre enquête nous disent qu'elles ont le sentiment que les hommes sont favorisés par rapport aux femmes en termes d'accès aux postes à responsabilité. Finalement, c'est assez courant, hein. On voit dans toutes nos études qu'on peut réaliser dans différents secteurs que souvent les femmes sont limitées au mid-management. Elles ne vont jamais atteindre la top direction, ou alors peu. C'est le principe aussi des quotas dans les instances de type CODIR COMEX, c'est s'assurer que les femmes puissent monter jusqu'à ces stades, jusqu'à ces postes-là. 81% qui nous disent qu'elles n'ont pas accès à des postes à responsabilité, mais aussi 78% qui nous disent qu'elles ont le sentiment d'avoir une évolution plus lente que les hommes dans le même métier qu'elles. Donc on voit bien un sentiment majoritaire, globalement, d'avoir le sentiment d'être pas traités de la même manière que les hommes dans les mêmes métiers. Tout ça, ça amène une forme d'invisibilisation aussi des femmes dans ces carrières, parce que avec un salaire moindre, avec une progression moindre, avec des responsabilités moindres, c'est aussi le sentiment d'avoir des projets, des sujets, des missions qui vont être moins intéressantes. Alors, c'est un peu moins important, 39%, mais ça reste un chiffre qui n'est pas nul, ce n'est pas néant. Et donc, 4 femmes sur 10 qui nous disent avoir le sentiment qu'on leur confie des sujets qui sont moins intéressants que ceux donnés aux hommes. Ça rappelle finalement le principe en fait d'invisibiliser des femmes dans des sujets qui pourraient être pertinents, où elles pourraient avoir des choses à apporter. Et finalement, on pense à ce 3% de prix Nobel dans les sciences attribués aux femmes. Comment on tient les femmes éloignées aussi de sujets qui pourraient être majeurs et auxquels elles pourraient apporter quelque chose. Enfin, dans le monde professionnel, ce n'est pas tout, parce que ces différents éléments, évidemment, ils amènent un syndrome de l'imposteur qui est conséquent, où on a 6 femmes sur 10 qui nous disent ressentir ce syndrome de l'imposteur parce qu'elles ne sont pas valorisées
dans ces métiers parce qu'elles ont eu tout un parcours où on leur explique finalement qu'elles vont faire moins bien, qu'elles vont apporter moins, qu'elles sont moins payées, qu'elles sont moins encouragées et moins soutenues dans ces carrières. Mais aussi, et ce n'est pas tout, il y a aussi le sexisme qui perdure, ou en tout cas l'inquiétude vis-à-vis du sexisme et des discriminations liées à leur genre dans leur carrière. 75% des femmes s'en inquiètent. C'est un chiffre qui est quand même énorme au vu quand même d'un environnement qui est censé être accueillant pour des femmes qui travaillent au même titre que les hommes pour des missions qui devraient être identiques. Au final, ce que cette enquête elle nous montre avant tout, c'est que il y a ce syndrome de l'imposteur dont je parlais. Quand on vous rabâche dans l'enseignement primaire que vous n'avez pas les compétences, que c'est plutôt une carrière d'homme, quand vous arrivez dans un enseignement supérieur où là, on va vous expliquer que c'est un monde d'hommes, que vous êtes en minorité numérique, qu'il n'y a pas de modèle qui sont là pour paver la voie, et qu'enfin vous arrivez en entreprise où on vous confie moins de responsabilités, on vous paye moins, ça influe sur ce syndrome de l'imposteur. C'est d'autant plus important chez les étudiantes, mais c'est aussi très présent parmi les femmes actives aujourd'hui, les ingénieurs et les techniciennes, qui sont 53% à ressentir ça. Donc ce qu'on constate finalement, c'est que on a tout un parcours, et pas seulement un moment charnière, c'est tout un parcours qui amène à ces inégalités aujourd'hui, à ces stéréotypes de genre qui sont renforcés et qui persistent, et à ce sexisme, ces discriminations. Alors il y a des mesures, bien sûr. Elles sont reconnues par les femmes qui sont 67% parmi les actives à nous dire oui, je vois bien qu'il y a des mesures, des initiatives qui sont prises au sein de mon entreprise pour accompagner les femmes dans leur parcours. Mais elles sont aussi 2/3 à nous dire que ces mesures, elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Il faut en faire davantage. Elles sont en attente de plus d'actions pour que les situations qu'elles soulignent et qu'elles ont vécues elles-mêmes soient corrigées. Merci beaucoup. On nous demande où est-ce qu'on peut retrouver cette enquête parmi les questions qui ont commencé à être posées. Est-ce que vous pouvez nous dire où la retrouver ? Bien sûr, vous pouvez tout à fait la retrouver sur le site d'Opinionway. Elle est en accès libre avec les résultats complets de l'étude. Merci beaucoup. Comme l'a exposé Léonore Carré, c'est dans les secteurs industriels et technologiques que le chantier reste le plus important et qu'on constate même une régression au cours des dernières années. Je vais maintenant donner la parole à Emmanuelle Larocque. Vous êtes une entrepreneure sociale, experte de pédagogie et d'innovation sociale au service de l'égalité. Vous avez fondé Social Builder, une association qui œuvre à l'accès des femmes aux métiers d'avenir et du numérique. Et vous êtes aussi autrice de « Tu seras scientifique, ma fille », un ouvrage publié en 2024 qui analyse les facteurs de cette non-mixité dans l'orientation professionnelle et propose des leviers d'action de 0 à 18 ans. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur l'origine de cette éducation genrée et différenciée des filles et des garçons ? Bonjour à toutes et à toutes. Bonsoir, Monsieur le Président de Région, Mesdames les conseillères. Merci beaucoup de cette invitation et d'offrir à ce sujet de la mixité dans les métiers un espace aussi important d'échange. Alors, je pense qu'on est toutes et tous au fait ici des sujets des stéréotypes. Donc, je vais me focaliser sur quelques éléments qui me paraissent particulièrement essentiels sur la question de la présence des filles dans les STEM en général et les sciences, qui a été un peu mon parcours de découverte et pour lequel j'ai interrogé beaucoup de gens, à la fois des parents, des éducateurs et aussi des personnes de l'éducation nationale, des sociologues, des économistes, pour essayer de créer un guide pratique pour les parents et les éducateurs, parce que on parle de l'éducation nationale et du rôle de l'éducation nationale pour essayer de rééquilibrer les choses, mais 75% de la vie éveillée de nos filles sont aussi dans les activités extrascolaires et à la maison. Donc l'éducation nationale ne pourra pas tout faire, malheureusement. Donc la première chose que je voulais juste repointer du doigt et qui moi aussi m'a particulièrement aussi rééclairée quand je me suis intéressée à ce sujet, c'est vraiment le FIG. On a interdit aux filles l'accès au centre, purement et simplement. Les femmes n'ont pas eu le droit d'apprendre, d'être éduquées, d'être formées sur les sciences.
elles en ont été éloignées de manière systémique au XIXe siècle, lorsque on organise en fait la formation supérieure. Et c'est extrêmement important parce que cette éviction systématique, qui n'existait pas au demeurant avant, au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on discourait, on inventait, on créait à l'intersection des mondes, de la culture, de la littérature et des sciences, ce que serait le monde industriel et le monde de demain. Et au XIXe siècle, lorsqu'on vraiment on organise la filière de formation scientifique et les enseignements supérieurs, les femmes n'ont pas le droit d'y accéder. Donc ça, c'est cette organisation en fait qui s'est faite un peu en symétrie sur le modèle clérical, est une organisation de séparation des sexes, à la fois physique, mais dans les apprentissages. Donc les apprentissages, ce sont les arts ménagers pour les femmes, ce sont bien sûr les arts, la culture, la littérature, mais surtout pas les sciences et les mathématiques, qui sont bien sûr vus comme des domaines de l'intelligence pure, de la logique, et qui doivent être réservés aux hommes, qui eux, bien sûr, ont un rôle politique et économique. C'est extrêmement fondateur, et aujourd'hui, on en comprend les répercussions profondes sur notre vision de ce que les femmes et les hommes peuvent apporter à la société. C'est l'époque aussi de la craniologie. Je ne sais pas si vous voyez cette pseudo-science qui mesure la taille des boîtes crâniennes et qui, du coup, en conclut que la boîte crânienne des femmes est proportionnellement inférieure à celle des hommes et que potentiellement, du coup, elles sont beaucoup moins intelligentes que les hommes. Donc, on organise la société pour exclure les femmes, on justifie scientifiquement cette exclusion et on l'installe au demeurant dans la durée. Donc, il faut attendre les années 20 pour l'égalité des bacs, il faut attendre les années 50 pour que vraiment l'enseignement supérieur soit ouvert aux femmes, notamment en France. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont parties en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis pour pouvoir avoir accès à de l'enseignement supérieur scientifique, même si elles n'avaient pas le droit d'ailleurs d'en être diplômées. Donc ça paraît très très loin, mais en fait on en voit encore les conséquences. Et dernier point à ce sujet, donc les vidéos qu'on a pu voir tout à l'heure, qui nous paraissent encore une fois d'un autre temps. Il faut savoir que c'est en 1972 qu'on contraint l'ensemble des écoles d'ingénieurs à s'ouvrir aux femmes. Donc Polytechnique, Centrale, Supélec, c'est 1972. Ça, c'était extrêmement important puisque si les formations supérieures avaient dès les années 20 la possibilité d'accueillir les femmes, il y a quand même eu un bastion quand même d'écoles qui ont résisté très longtemps pour priver les femmes de cette éducation scientifique. 1972, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes d'entre nous qui l'ont connu. Pas moi, mais j'étais pas très loin. Donc voilà, ce petit, quand on fait un petit clin d'œil à l'histoire, du coup on se dit bon, c'est loin de nous, voilà, bon, il se passe d'autres choses. Mais en fait, profondément, structurellement, nous gardons cette idée que les mathématiques notamment et les sciences sont un domaine masculin. Et on en ressent encore aujourd'hui profondément dans notre culture des ancrages. Et qui dit domaine masculin, les mathématiques, c'est quand même la discipline de l'intelligence pure. Et même si aujourd'hui, bien sûr, on essaye de valoriser tout un champ d'intelligence beaucoup plus large de notre espèce humaine, c'est quand même vu comme la base de l'intelligence. Et donc, quand on fait cette relation immédiate entre les maths égale les garçons et les maths égale à l'intelligence, on comprend que l'intelligence, c'est un sujet d'homme. Voilà. Donc c'est très simple, c'est très systématique, mais on le voit de manière assez sous-jacente encore s'exprimer dans notre culture quotidienne. Et il y a des résurgences permanentes, même si on en est tous convaincus que les sciences ont montré qu'il n'y avait pas de cerveau rose ni de cerveau bleu, etc. On a quand même des résurgences et des résistances profondes. J'en veux pour preuve ces comparaisons systématiques que l'on fait entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge. C'est bien une fille, c'est bien un petit garçon, etc. Mais qui souvent sont liés à ces domaines d'expertise. C'est une fille, elle est un peu plus littéraire, c'est un garçon, etc. C'est sous-jacent, mais si on traîne nos petites oreilles un peu à droite, à gauche, c'est partout, tout le temps, à la sortie des écoles, dans les échanges, dans les réseaux de parents, et c'est à tout âge. Voilà. Et aussi cette dichotomie entre il y aurait un cerveau littéraire et un cerveau matheux. Non, en fait, il y a beaucoup plus large complexité de domaines, mais qui crée quand même cette binomie, cette opposition fille-garçon en permanence, dans lequel les filles et les garçons essayent de s'inscrire et de se trouver.
Autre phénomène aussi de résurgence, c'est sur les réseaux sociaux qu'on l'observe particulièrement et ceux qui sont consommés par les jeunes. C'est ce fameux hashtag GirlsMath. Je ne sais pas si vous le connaissez, le hashtag GirlsMath. Donc l'idée que quand une démonstration n'est pas logique, c'est une logique de fille. Voilà. Et donc ça, c'est ce que consomment au quotidien nos jeunes qui s'éduquent, s'informent, grandissent sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est très très important ? C'est très important parce que dans les 10 dernières années, nos filles ont chuté en mathématiques de manière assez dramatique. Certaines études internationales qui classent les pays par leur performance éducative, donc notamment l'étude STEAM, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, celle de 2023 donc, positionne la France au dernier rang des pays européens sur l'enseignement mathématique, que ce soit, je dirais, du collège-lycée, mais surtout témoigne d'un creusement des inégalités vers les filles, puisque autant il y a 10 ans, filles et garçons étaient à peu près au même niveau, aujourd'hui les filles ont perdu 5 points. Et si le classement de la France est aussi dramatique, c'est parce que les filles ont perdu du terrain. Donc le fait de ne pas avoir pris ce sujet vraiment à bras-le-corps a eu des répercussions très larges et dramatiques sur on va dire, l'acquisition de compétences nécessaires dans les fondamentaux qui feront du coup des scientifiques demain. Et pourquoi ce sujet est encore une fois très important ? Parce qu'il explique, la seule différence aujourd'hui qui explique ce décrochage des filles, hein, c'est pas parce que l'éducation nationale, même s'il y a des pratiques dans les écoles qui sont un petit peu différentes en termes d'accompagnement des filles et des garçons, mais ce qui explique fondamentalement ce décrochage, c'est cet environnement qui laisserait penser aux filles qu'elles seraient inférieures aux garçons et donc qui influence leur performance. Donc vous connaissez ces petites études qui montrent que quand on dit aux filles que c'est un examen de dessin, elles performent aussi bien que les filles, et quand on leur dit que c'est de la géométrie, elles perdent des points de performance par rapport aux garçons. Donc aujourd'hui, cette idée, cette intériorisation par la société, donc par nos filles, de ce qu'il y aurait une hiérarchie naturelle entre les filles et les garçons, créer réellement des effets, des structures, les performances des filles et fait décrocher les filles. Donc cette menace du stéréotype, comme on l'appelle, elle n'est la seule aujourd'hui objective raison du décrochage. Donc ce sujet est prédominant et nous devons tous l'adresser collectivement. Je vais ajouter 2 petits points. Donc, on a parlé déjà de beaucoup de leviers, notamment de ce sujet de l'effet Mathilda, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la désappropriation aux femmes de leurs découvertes scientifiques, qui ont du coup aussi contribué à la disparition des femmes dans les livres d'histoire et dans notre culture populaire. Donc, on a cité un certain nombre de figures tout à l'heure, de Ada Lovelace, de Marie Curie, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous manquons encore de réhabilitation de ces modèles et de la contribution des femmes. Il y a une longue liste aujourd'hui, il y a des projets qui s'évertuent à montrer comment les femmes y contribuent, mais qui laissent aussi penser qu'elles n'ont rien apporté aux sciences et qui donc alimentent cette idée que femmes et sciences, ce sont 2 mondes différents. Et le dernier point que je voudrais mettre en avant sur cette question du décrochage des filles, des femmes dans les sciences, et le fait que nous avons quand même beaucoup de mal à avancer, c'est la réforme du baccalauréat de 2018, qui est une réforme dont vous avez certainement un certain nombre de leviers, mais qui explique du coup une perte de 61% de filles sur 4-5 ans de lycéennes scientifiques et donc qui n'iront pas bien sûr dans des filières qui nous permettront de contribuer à l'innovation et aux découvertes dont nous avons tant besoin collectivement. Voilà à peu près ce que je voulais souligner. Merci beaucoup à vous. Je peux juste réagir, rappeler que Emmanuel Larocque a écrit un ouvrage qui s'appelle Tu seras scientifique, ma fille, et je me permets d'en faire la promotion parce que je crois que c'est intéressant, ça permet vraiment de construire et de déconstruire des sujets, et rappeler que toutes
tout ce que l'on entend là, l'idée, c'est bien évidemment l'application qu'il en est faite derrière dans la société qui est importante. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que, bien sûr, on a cette idée de vouloir aller vers l'égalité femmes-hommes et de voir émerger des profils, mais derrière, on a vraiment une société qui est en train de vaciller parce que, justement, ces profils n'apparaissent pas. Merci beaucoup. Pour rebondir sur le rôle de l'école dans l'orientation professionnelle, je vais maintenant m'adresser à Isabelle Degaille. Vous êtes déléguée régionale Alsace de l'association Elle Bouge, qui a été créée en 2005 et s'est implantée dans toutes les régions de France. Cette association, elle réalise des actions de sensibilisation pour encourager les jeunes femmes à s'orienter vers les filières scientifiques et techniques grâce aux interventions des marraines lors de nombreux événements qui sont organisés. Alors, est-ce que, en respectant le timing, parce qu'après, on a encore l'intervention de la présidente de Femmes et Sciences, Françoise Conan, et j'aimerais qu'on puisse conclure cette table ronde par un mot de préconisation pour chacune. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi les actions pédagogiques peuvent encourager les collégiennes, les lycéennes, et en quoi elles peuvent les encourager à s'orienter vers ces filières? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité lors de ces journées. Le sujet est effectivement très, très important. L'association Elle Bouge existe depuis quasiment 20 ans. Elle a été créée au départ suite au constat qu'on a déjà évoqué, qu'on perd les filles après la terminale alors qu'elles elles étaient en filière scientifique à égalité. Ça a démarré, donc elle a été créée par Marie-Sophie Pavlak, et avec des partenaires au début, des partenaires entreprises qui ont accompagné l'association. Aujourd'hui, après 20 ans, on a 26 délégations régionales, on a 12 000 marraines et relais, donc plus de 10 000 marraines, plus de 300 partenaires, entreprises et établissements de l'enseignement supérieur. On a plus de 1600 collèges et lycées qui sont inscrits au niveau du club collège et lycée. Et on sensibilise plus de 40 000 jeunes filles par an. Les délégations donc, sont réparties sur toute la France. On en a une en Belgique qui a démarré et une au Maroc aussi. On a une équipe à Paris qui nous permet qui assure toute l'organisation des événements, la logistique notamment, parce qu'on est en poste en entreprise. Donc pour ma part, je travaille dans l'entreprise CAF à Reichshofen qui construit des trains régionaux. Je m'occupe des relations contractuelles. J'ai une formation d'ingénieur généraliste. J'ai fait l'école centrale de Lille. Et donc, nos marraines et relais sont bénévoles. Le principe du partenariat des entreprises, c'est qu'elles signent une charte et s'engagent donc à libérer leurs marraines ou relais pour intervenir dans des actions auprès des jeunes filles et dans les écoles, collèges, lycées. Voilà. Donc le principe, c'est effectivement de susciter la rencontre entre le monde professionnel et l'éducation. Nos marraines sont des rôles modèles pour les filles. Elles exercent donc des métiers techniques dans toutes les filières. Elles permettent aux jeunes filles de se projeter vers des métiers qu'elles ne connaissent pas forcément. Le but, c'est vraiment, quand on intervient, c'est d'ouvrir les perspectives aux filles, de leur faire penser à des métiers qu'elles ne connaissent pas, parce que souvent, c'est vrai qu'on connaît les métiers qui sont représentés dans les médias, les métiers de son entourage, mais c'est quand même très limité. Donc, on essaye aussi de les... Alors, le but, c'est aussi de les intéresser à l'industrie. Donc, avec les partenaires, on organise des visites dans les entreprises. Notre but, c'est vraiment d'intervenir uniquement auprès des filles. Donc, quand on fait des interventions dans les établissements scolaires, on s'adresse qu'aux filles. Quand on fait des visites dans les entreprises, c'est que pour les filles. Et c'est vraiment une volonté d'Elle Bouge depuis le début pour éviter, si c'est mixte, c'est les garçons qui vont prendre la parole, qui vont poser des questions. Donc là, c'est vraiment un moment pour elles où elles vont être plus libres pour poser des questions et s'exprimer. Donc l'organisation, c'est
au niveau des partenaires entreprises, on a une personne chez le partenaire qui va être le pilote opérationnel. Et donc, le principe, donc les marraines, c'est celles qui ont des formations techniques et scientifiques. Et les relais, ça peut être des hommes ou des femmes dans des fonctions support. Et j'ai, à titre personnel, j'ai des collègues hommes qui ont des filles et qui se sont inscrits en tant que relais, qui sont intervenus dans les collèges et lycées parce qu'ils tiennent à cœur d'avoir que leurs filles aient le choix de leur orientation. Et donc, c'est vraiment important et ça crédibilise aussi nos interventions et nos discours auprès des jeunes filles, d'avoir, par exemple, une marraine qui travaille en bureau d'études, qui va témoigner avec son collègue homme justement pour expliquer comment ça se passe et que les équipes mixtes sont de toute façon toujours, c'est démontré, plus performantes et que c'est important à tout point de vue d'avoir effectivement cette mixité et d'avoir autant les hommes que les femmes qui témoignent de cet intérêt. Donc on a beaucoup de grands rendez-vous. On organise à peu près 700 événements par an sur l'ensemble que ce soit en France ou certains événements en distanciel à l'international. Le plus grand événement pour nous, c'est le Challenge Innovatech, qui consiste à faire travailler des équipes 100% féminines, donc 2 étudiantes, 2 lycéennes et 2 marraines, elles bougent, dans une journée donc, où elles vont réfléchir à un projet d'avenir, présenter, donc elles ont 5 heures pour brainstormer sur le sujet, elles vont se mettre un peu dans la peau des techniciennes ou ingénieurs en poste, présenter leur projet à la fin à un jury, et l'équipe qui est finaliste en région participe à la finale nationale à Bercy. Donc c'est en partenariat avec la Direction générale des entreprises qu'on organise cet événement. C'est le plus gros événement de l'association. On a le forum Réseau et Carrière qui permet aux partenaires de proposer des stages et des jobs aux étudiantes. Donc ça se passe en février. Cette semaine, on a l'Equity Week avec un certain nombre d'événements organisés, des webinaires pour les différents publics. Donc on avait par exemple, lundi, c'était comment pitcher et attirer l'attention des collégiennes. On avait aussi un webinaire sur l'identification des stéréotypes. Donc ça, c'est vraiment sur toute la semaine que ça se déroule. Elle bouge pour demain, c'est une organisation qui permet aux entreprises qui sont engagées dans tous les métiers les métiers du développement durable, d'organiser des visites de sites, toujours avec les jeunes filles des collèges et lycées. Elle bouge pour l'orientation, c'est un événement annuel qui a lieu au mois de décembre, où tous les établissements scolaires peuvent s'inscrire donc pour avoir une intervention. Alors pour nous, c'est toujours un défi, parce que quand on a 30 établissements scolaires qui s'inscrivent, par exemple pour l'Alsace, il faut trouver une centaine d'intervenantes. Et parfois c'est compliqué dans les zones rurales, mais à ce moment-là, on contacte les entreprises qui sont à proximité pour identifier des femmes de formation technique qui peuvent intervenir. Les événements sectoriels, ça peut être par exemple les ailes de l'océan sur les métiers du maritime, un événement sur les métiers du ferroviaire par exemple, et les salons professionnels où on peut accompagner des jeunes filles pour des salons comme le Bourget, le Global Industrie, Vivatech, ce genre d'événements. Et on développe depuis quelques années, Elle bouge en primaire, donc des interventions, là c'est pour toute la classe et ça se déroule sur 3 demi-journées. C'est une première journée avec des jeux de cartes, des expériences avec le groupe, ensuite une visite d'entreprise et après le groupe d'élèves fait une restitution à d'autres classes de l'établissement scolaire.
Voilà, donc ça peut être aussi des participations à des salons. En Alsace, on a le Forum Alsace Tech, le Salon de l'Industrie à Agno, les journées des universités, où je suis intervenue auprès de la mission égalité filles-garçons pour répondre aux questions des jeunes, pour leur donner envie de partir vers des filières qui ne sont pas forcément... J'ai échangé avec des jeunes filles qui étaient en première ou terminale STMG et qui revenaient d'un stand en disant oui, mais on a fait STMG, on ne peut pas partir dans les filières techniques. J'ai dit mais non, pas du tout. Aujourd'hui, les filières et les écoles qui sont à métiers techniques vont ouvrir leurs critères de recrutement pour avoir justement plus de diversité dans leur filière. Donc c'est aussi pour leur dire, si ça vous intéresse, allez-y, même si vous avez pas pris la spécialité maths ou autre. Et donc c'est vrai que le principe des rôles modèles et des marraines qui peuvent témoigner de leur métier, c'est vraiment ce qui est important pour leur donner envie d'essayer. Et puis évidemment, moi j'insiste beaucoup sur l'importance des stages de découverte à partir de 14 ans, pendant les vacances scolaires, pour découvrir des métiers, pour voir comment c'est de l'intérieur, de s'intéresser aussi à l'alternance, parce que c'est quand même un moyen pour les élèves qui ont un peu du mal avec la théorie, de voir tout de suite comment s'applique leur cours en pratique. Et voilà, donc on a des sujets, on a beaucoup d'activités, et c'est une association qui ne fait que grandir, et presque tous les jours on se dit c'est encore utile. J'ai eu un professeur du CESI qui me dit j'étais à un forum d'orientation, il y a une jeune fille qui est venue pour la filière numérique et avec sa maman, et sa maman a dit mais l'informatique c'est un métier de garçon. Non. Donc voilà, ça c'est tout récent, donc on a encore ce genre de problématiques. Voilà, je pense que j'ai... Merci beaucoup pour toutes ces actions tournées sur... Merci pour toutes ces actions tournées sur l'orientation professionnelle. Nous allons maintenant nous tourner vers l'expertise et l'expérience de Françoise Conant, qui est présidente de l'association Femmes et Sciences. J'imagine par conséquent que vous avez un avis sur la question de la mixité, et particulièrement dans le domaine des sciences. Alors, je ne sais pas si Françoise Conant est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends parfaitement bien. Et est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend et on vous voit, c'est parfait. Alors, Madame Françoise Conant, est-ce que vous pourriez nous expliquer les obstacles qui sont rencontrés par les femmes scientifiques, et notamment leur manque de visibilité, un phénomène qu'on appelle l'effet Mathilda ? Oui, alors merci beaucoup pour cette invitation. Alors avant toute chose, je vais peut-être retracer très rapidement l'histoire de Femmes et Sciences, puisque j'ai vu que les autres collègues participants l'ont fait aussi. Femmes et Sciences est une association qui a été créée en 2000, donc on fête cette année les 25 ans, par un certain nombre de femmes scientifiques, donc essentiellement du milieu académique, notamment des physiciennes, mathématiciennes, qui s'émouvaient donc fin des années 90 de la faible présence des femmes, et notamment dans les fonctions les plus hautes. Et donc ça, on en a déjà un peu parlé. Et donc l'idée de l'association Femmes et Sciences, alors qui n'a pas nécessairement les moyens de Elle Bouge, on n'est pas tout à fait dans le même registre, c'est vraiment de promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès des plus jeunes, et notamment des jeunes filles. Donc on met en place pas mal d'actions aussi vers les plus jeunes. Mais c'est aussi surtout une association qui a la volonté de promouvoir les femmes dans les sciences et les techniques, justement parce que les femmes, elles font des études, elles réussissent de façon, je dirais, tout à fait remarquable, et où on voit où ça commence à poser problème, c'est qu'elles vont rentrer dans le monde du travail, mais que finalement, elles vont être confrontées à un certain nombre de difficultés. Donc, elles vont avoir tendance à abandonner plus que les hommes. Ça, c'est un premier point.
et on va voir aussi qu'elles vont être confrontées au fameux plafond de verre, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas progresser au même niveau que les hommes dans leur carrière, ou alors elles le font mais de façon extrêmement plus difficile. Et donc, effectivement, vous m'aviez demandé d'évoquer donc cet effet Mathilda, donc que Madame Larocque a déjà évoqué. Et donc, j'ai préparé une diapositive, alors un peu remplie par rapport à ce que je fais d'habitude, puisque je suis professeure à l'université, donc j'ai quand même l'habitude de faire des conférences et des enseignements. Donc, j'ai une diapositive où je reprends un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas si vous pouvez la diffuser. Là, je ne vois pas. Si, elle est affichée. Je ne sais pas si la régie la diffuse, pourrait la diffuser également, parce qu'elle est affichée normalement. Ok, moi j'ai les éléments sous les yeux, donc il n'y a pas de souci. Donc la définition de l'effet... Alors, excusez-moi un instant, est-ce que vous pouvez diffuser la projection de l'ordinateur ? Non, mais je peux déjà reprendre la définition. Donc, l'effet Mathilda, donc c'est un terme générique qui a été proposé par l'historienne Margaret Rossiter en 1993, historienne, et elle a proposé ce terme en l'honneur donc d'une femme américaine, Mathilda Jocelyn Gage, qui était très engagée, donc féministe, et qui était aussi très engagée pour tout ce qui était le droit de vote. Donc, elle faisait partie des suffragettes. Et Mathilda Jocelyn Gage avait déjà identifié le fait que les femmes étaient souvent invisibilisées. Et donc, Margaret Rossiter a étudié du point de vue de l'historienne un certain nombre de cas où elle a pu mettre en évidence, où elle a constaté évidemment, chose qu'on connaissait déjà, le fait que les femmes étaient souvent invisibilisées, on minimisait leur contribution ou on mettait un déni en fait à leur contribution dans la réalisation de travaux scientifiques. Et l'un des exemples les plus marquants, c'est le cas de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, qui est une anglaise, une chercheuse anglaise, qui travaillait dans le domaine de la biologie et qui a eu l'occasion de faire un séjour de recherche en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et elle est venue en France pour apprendre à faire des mesures de diffraction des rayons X, quelque chose qui est extrêmement important du point de vue de la détermination structurale. Elle a réalisé un certain nombre de clichés et qui ont permis de venir valider cette structure en hélice de l'ADN. Alors, il se trouve qu'elle collaborait évidemment avec un certain nombre de personnes et elle a été donc dans l'équipe de Watson et Crick qui ont pu obtenir les clichés enregistrés par Rosalind Franklin et les ont utilisés pour justement publier un article qui a été fondateur et qui leur a permis d'obtenir le prix Nobel en 1963. Alors, le rôle de Rosalind Franklin a été largement minimisé et il a fallu un certain nombre d'années avant qu'on remette finalement la lumière sur ces travaux. Donc ça, c'est un des premiers cas, je dirais, qui est considéré comme l'exemple de référence. Mais il en existe beaucoup d'autres. Alors en France, nous avons le cas de Marthe Gauthier, qui a largement contribué à la découverte du chromosome surnuméraire, qui est la cause de la trisomie 21. Il faut savoir que Marthe Gauthier avait effectué des séjours de recherche aux États-Unis et donc elle avait travaillé sur ces problématiques et elle collaborait aussi avec le professeur Lejeune. Les résultats concernant donc la découverte de ce chromosome surnuméraire ont été publiés, ont été présentés dans différents congrès par le professeur Lejeune et le rôle de Marthe Gauthier a été largement, occulté. Donc ça, c'est un deuxième exemple. J'en ai un autre, Jocelyn Bell, donc une physicienne anglaise.
Et elle a contribué largement à la découverte des pulsars. Elle était doctorante de Anthony Hewitt. Et les premières mesures qu'elle a faites, où elle montrait qu'elle avait des résultats curieux, mais répétés, donc Hewitt au début ne l'a pas cru, ou a laissé entendre mais non, ce sont des artefacts. Et finalement, à force de conviction, c'est ce qu'elle expliquait dans des interviews, elle a réussi à le convaincre qu'il y avait quelque chose. Et donc ce quelque chose, c'était justement les pulsars. Le prix Nobel a été attribué en 1974 et Jocelyn Bell était absente lors de cette remise de prix Nobel. Donc, elle a été défendue par un certain nombre de collègues. Hewitt n'a jamais voulu reconnaître que la contribution de Jocelyn Bell avait été largement minimisée. Il y a d'autres exemples. Une chinoise, américano-chinoise, Xian Xiongwu, qui a largement contribué aussi aux travaux sur les lois dites de parité et qui, là encore, a été largement oubliée pour ce prix Nobel en 1957. Et j'aurais pu citer tout un tas d'exemples, donc je vous en ai donné quelques-uns. Cecilia Penn, Amy Noether, Eddie Lamar, qui a été évoqué déjà tout à l'heure. En France, Marguerite Perret, qui a travaillé avec Marie Curie, puis Irène Joliot-Curie, et qui a découvert l'élément 87 qu'on appelle maintenant le francium. Alors, on pourrait se dire que maintenant, cet effet Mathilda, il est connu, donc le rôle des femmes, on ne peut plus le minimiser. Mais dernièrement, en 2024, lors de l'attribution du prix Nobel de médecine, nous avons encore eu un cas. Et la communauté scientifique à l'échelle internationale s'en est émue. Il s'agit du prix Nobel qui a été attribué à Victor Ambros et Gary Rifkin concernant la découverte des micro-ARN. Ils n'ont pas travaillé seuls. Et il faut savoir qu'une femme a joué un rôle prépondérant, c'est Rosalind Lee, l'épouse de Victor Ambros. Et ce qui a aussi particulièrement choqué la communauté, c'est le fait que le comité Nobel a communiqué sur justement l'événement, la diffusion de la réaction de Victor Ambros quand il a appris l'attribution de ce prix. Sa femme était présente avec lui puisque Rosalind Lee est l'épouse de Victor Ambros. Et donc, ils ont communiqué là-dessus, mais elle n'avait pas le prix Nobel. Il faut savoir qu'elle est le premier auteur de l'article qui a permis l'attribution de ce prix. Donc, on voit qu'on est toujours confronté à ce genre de situation. Et on parlait tout à l'heure de rôle modèle, et donc pour nous, Femmes et Sciences, notre rôle, c'est aussi d'apporter notre pierre pour faire connaître les femmes scientifiques. Et c'est pour ça que nous menons un certain nombre d'actions pour lutter contre cet effet Mathilda, ce déni sur le rôle des femmes dans les sciences. Donc, par un certain nombre d'actions, donc, comme je l'indique, nous avons des expositions qu'on appelle la science taille XXL, que nous menons en collaboration avec le CNRS. Nous avons une convention pour la mise en œuvre de ces expositions. Des expositions autour de l'effet Mathilda, justement. Nous mettons en place aussi des déambulations dans les rues. Donc, nous avons déjà travaillé sur la mise en place de 2 parcours à Paris et nous avons tout un tas d'autres actions que nous pouvons mener. Alors, je ne sais pas si je poursuis sur le deuxième thème ou si je m'arrête. Madame Conan, j'ai le mauvais rôle, mais je vais devoir vous couper votre intervention parce qu'on a pris énormément de retard et j'aimerais bien quand même terminer cette table ronde, cette première plénière inaugurale par un mot de chacune, une préconisation, une action qui pourrait être mise en place efficacement. Donc je vais à nouveau vous donner la parole dans un instant, mais d'abord je voulais commencer par Emmanuelle Larocque. Vous souhaitiez évoquer, donc je rappelle 1 minute chacune, vous souhaitiez évoquer l'importance d'investir, d'agir sur le terrain des réseaux sociaux.
Donc très rapidement, les réseaux sociaux, donc c'est là où aujourd'hui, plus spécifiquement les adolescents vont identifier des rôles modèles qui leur ressemblent ou pas, vont s'ouvrir à certaines thématiques et très rapidement, on manque d'implication des parents sur les réseaux sociaux pour justement créer cette collaboration entre parents et jeunes sur ce qu'ils doivent consommer, parce que les parents sont des prescripteurs à la fois de l'orientation scientifique, mais aussi des contenus consommés sur les réseaux sociaux pour les jeunes. Donc, faire des contenus intergénérationnels et ouverts aux parents et créer ces espaces où les parents sont plus impliqués. Deuxièmement, aussi, sur les réseaux sociaux, sensibiliser systématiquement les jeunes femmes à tout ce qui va être l'exposition au sexisme, et aux attaques qui pourraient aussi leur être faites. Voilà. Donc la question des réseaux sociaux, c'est pas un champ à délester, à déserter, bien au contraire. Merci beaucoup. Isabelle Degaille, je vous donne à nouveau la parole. Est-ce que vous pourriez nous parler des préconisations de l'association Elle Bouge concernant les programmes de sensibilisation dans les écoles, collèges, lycées en 1 minute? Alors au niveau des 13 préconisations, donc pour la partie éducation, déconstruire les stéréotypes de genre dès l'enfance. Donc former les enseignants dès la maternelle pour promouvoir une culture de l'égalité et déconstruire les stéréotypes de genre. Accroître la présence des mathématiques dans les programmes scolaires en augmentant le nombre d'heures obligatoires dans le tronc commun afin de diversifier le choix d'orientation. Et promouvoir des initiatives comme Elle Bouge en primaire, dès l'école primaire, en intégrant des projets éducatifs ciblant filles et garçons dès le plus jeune âge. Ça, c'est pour l'éducation nationale. Et l'enseignement supérieur, promouvoir activement les filles, instaurer une politique de promotion active des filles à l'entrée des écoles, à l'instar de la loi Rixain, conduire des enquêtes régulières auprès des étudiantes pour identifier les stéréotypes de genre et les obstacles à l'égalité, et mettre en avant et promouvoir des parcours d'étudiantes. Voilà. Merci beaucoup. Éléonore Carré, est-ce que vous pourriez nous dire... Excusez-moi, mon micro. Est-ce que vous pourriez nous dire, Éléonore Carré, les autres solutions qui ont été plébiscitées par l'enquête OpinionWay, notamment, vous aviez évoqué le public étudiant. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie attente d'action forte aujourd'hui, d'action concrète, d'aller plus loin. Il y a 2 actions assez évidentes qui sont la sensibilisation dans les écoles et en entreprise, et aussi le mentorat, avoir ces rôles modèles dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont 2 actions très importantes, donc sensibiliser, accompagner. Mais il y en a une 3e, comme le disait Martha, qui a eu particulièrement de succès, en tout cas qui est particulièrement attendue par les étudiantes, c'est la lutte contre les VSS, contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ça rejoint aussi ce que disait Emmanuel Larocque sur les réseaux sociaux, mais de manière générale, 66% des étudiantes nous disent que c'est la première chose qu'elles attendent, c'est cette lutte contre les VSS dans les écoles, dans les entreprises. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, notamment parce que c'est une exposition plus forte aux violences parmi les jeunes femmes. Elles sont moins bien placées, elles sont moins installées dans la hiérarchie académique et professionnelle et donc plus exposées. Il y a aussi le fait que cette génération, elle refuse davantage le statu quo, elle revendique une transformation profonde des rapports de genre, notamment dans un monde post-MeToo où la tolérance vis-à-vis du sexisme, elle s'effondre. Donc elles ont davantage envie, elles parlent davantage, elles signalent davantage et elles attendent davantage des entreprises et des écoles. Et puis surtout, parce que c'est un enjeu qui dépasse la simple sécurité, la seule question de la sécurité. Bien sûr, c'est important de protéger les individus, c'est indispensable même, mais pour ces jeunes femmes, il y a l'idée d'un environnement sûr et respectueux qui n'est pas une option. C'est une condition essentielle pour se projeter dans ces carrières. Parce que lutter contre les VSS, comme je le disais, ce n'est pas juste protéger des individus, c'est aussi garantir l'égalité réelle et durable dans ces métiers. Donc, si on résume globalement, c'est sensibiliser, accompagner et protéger pour permettre finalement aux femmes de se sentir légitimes dans ces carrières et en sécurité. Merci. Merci beaucoup. Et je donne enfin, pour le mot de la fin, la parole à Françoise Conant. Est-ce que vous pourriez nous parler du programme de mentorat qui a été mis en place par Femmes et Sciences, ainsi que le programme des Journées des Sciences et l'importance aussi de... Alors,
du coup, peut-être sélectionner pour tenir en 1 minute, mais peut-être l'importance de réaliser des actions en non-mixité. Oui, alors là, en 1 minute, vous me demandez un exercice extrêmement difficile. Ceci dit, juste une chose, j'ai été chargée de mission égalité femmes-hommes de mon établissement, donc je pourrais aller sur tout ce que j'ai entendu là. Alors le mentorat de Femmes et Sciences, justement, c'est avec l'idée d'accompagner les jeunes femmes, les jeunes doctorantes dans la progression de leurs études doctorales, mais surtout dans l'engagement d'une carrière ensuite. Donc c'est quelque chose qui a été initié en 2015 par Memoris à Montpellier et qui connaît un développement tout à fait important actuellement. Alors, depuis la création du mentorat, à la fin 2023, nous avions à peu près 800 mentorés, ce qui n'est pas un petit chiffre, hein, je dois dire que c'est extrêmement important. Et les mots-clés de ce mentorat, c'est accompagner, encourager, partager, créer un espace de bienveillance et d'écoute, puisqu'on vient d'évoquer les VSS, et c'est vrai que les problématiques que l'on a pu évoquer viennent souvent au moment de la préparation du doctorat, peut-être plus qu'avant les études en licence ou en master. Et l'idée aussi, c'est de promouvoir un développement personnel et professionnel et de se créer son propre réseau, parce que cette notion de réseau est aussi extrêmement importante. Donc ça, c'est le volet mentorat. L'autre action qui est extrêmement importante et qui va vers les plus jeunes, donc c'est aussi de communiquer sur le fait que les sciences, ça permet d'aller vers des métiers divers et variés et dans lesquels on va pouvoir s'épanouir. Et là, c'est une opération qui a été initiée en 2017 par Isabelle Vauglin, donc vice-présidente de l'association Equita Lyon. Et donc l'idée, c'est d'inciter les lycéennes justement à choisir les filières d'études scientifiques et technologiques. Donc ce sont des opérations non mixtes, donc c'est un petit peu des opérations comparables à ce qui est fait au niveau d'Elle Bouge, mais là c'est fait au niveau de l'association. Et là l'idée, c'est d'aller chercher des lycéennes dans des villes qui ne sont pas des grandes villes universitaires, mais plutôt périphériques. Et donc, c'est une action qui connaît un développement assez important. Et je voudrais remercier la région Grand Est qui nous soutient, Femmes et Sciences, pour les organisations cette année à Strasbourg, à Mulhouse et à Nancy. On aura rencontré cette année sur 4 sites plus de 1000 lycéennes. Et donc, c'est quelque chose qui devrait se développer. Et à titre personnel, ça on ne l'a pas dit, mais je ne suis pas avec vous aujourd'hui parce que je suis à l'autre bout de la France, je suis à Brest, et c'est une action que je trouve tout à fait intéressante et que j'aimerais dans le futur développer aussi dans ma région. Donc voilà, j'espère que j'ai tenu le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et juste avant de conclure, vous dire que parmi les commentaires qui ont été faits, une personne a demandé si Elle Bouge et Femmes et Sciences travaillaient ensemble. Donc si ça vous arrive, en tout cas, voilà, c'est un encouragement à continuer à poursuivre vos collaborations. Vous dire aussi que plusieurs personnes ont soulevé le rôle des hommes aussi pour combattre les stéréotypes. Plusieurs personnes ont fait la remarque de la non-mixité dans cet hémicycle. Alors, je ne peux pas dire exactement quelle est la répartition, mais j'ai quand même l'impression de voir plus de femmes que d'hommes. Donc, l'importance des rôles de s'investir davantage sur ce sujet. Et enfin, vous annoncez la suite du programme. On va poursuivre ici dans l'amphithéâtre, ici dans l'hémicycle, une table ronde sur l'éducation, orientation, quel levier vers la mixité. Dans l'hémicycle, il y aura une table ronde sur la mixité et le numérique. Et enfin, dans la salle Bartoli, une table ronde mixité, construire l'agriculture de demain. Merci beaucoup et à plus tard. À tout de suite.